parles, Guillaume, mais je ne t'entends pas. Non, c'est juste que je ne peux pas parler quand l'enregistrement est en train de se lancer. Donc l'enregistrement est lancé, c'est bon. Ah, pardon, pardon. Ok. Donc là, c'est tout bon, ça y est. On vous dit donc bonsoir à tous. Bonsoir à Et tous. donc, on va faire le troisième direct, c'est ça, je me trompe pas, Oui, de c'est ça. MOOC sur la semaine 3 qui traitait des nombres complexes. Voilà, surtout bonsoir à tous, vous n'hésitez pas si vous avez une question, un besoin de parler, vous nous le signalez. Et puis Guillaume, il peut vous donner accès au micro si nécessaire. Alors, donc sur cette semaine 3 sur les complexes, Guillaume, je te laisse me corriger si jamais je dis des bêtises. Euh, je ne crois pas qu'il y ait de questions non résolues Non. dans le forum. Il y a eu il y a eu deux corrections qui doivent être apportées, je crois, sur des exercices, sur des corrections d'exercices. Il y avait une correction qui manquait, et puis sur la racine cubique de -8, il y avait une erreur dans le corrigé. Donc ça, on en a bien tenu compte et donc ça va être corrigé très très vite. On a donné à Astrid les, les informations, elle va corriger ça très très vite. Si c'est pas déjà fait d'ailleurs, parce que j'avoue que j'ai pas regardé mes mails juste avant de me connecter là. Et sinon, j'ai pas relevé de questions particulières auxquelles on n'avait pas répondu. Par contre, on a relevé avec Guillaume euh, trois thèmes, je crois, qui posaient problème. C'était le calcul de la racine carrée si on avait l'écriture cartésienne d'un nombre complexe. Le deuxième problème, c'était sur l'écriture et l'interprétation du théorème de D'Alembert-Gauss sur les racines d'un polynôme. Et là où il y avait un petit souci aussi, c'était sur les racines énièmes de l'unité. C'est ça? Je me trompe pas? Exactement ça. Voilà, donc si on aborde ces trois thèmes-là, ça vous convient? Ou est-ce que vous avez d'autres thèmes que vous souhaitez me voir aborder? Vous me dites s'il y a autre chose. Ou sinon, je commence par la racine carrée d'un nombre qui est écrit sous forme cartésienne. Peut-être commence par la racine carrée, le temps que les questions éventuelles se décident, comme ça je te préviens si jamais il y a des questions. D'accord, très bien. Donc, alors, je vais comme d'habitude faire un petit partage d'écran parce que je ne sais pas expliquer sans parler, sans écrire, pardon. Partager. Alors, tu peux me dire quand vous voyez mon tableau blanc, Guillaume? C'est c'est tout bon. C'est tout bon? Alors, un nombre complexe, Z, en général on écrit Z. Excusez-moi, j'ai pas pris mon crayon, je le prenne. Un nombre complexe, en général on écrit Z. Il s'écrit de deux façons différentes, soit sous forme cartésienne, c'est A plus IB, ou le nombre A qui est là, c'est ce qu'on appelle la partie réelle. Oh, la partie réelle de Z. Et le nombre B qui est ici, c'est ce qu'on appelle la partie imaginaire.
Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une écriture cartésienne? Eh bien, tout simplement parce que si on imagine qu'on va représenter les nombres complexes dans un repère, donc deux axes sur lesquels on a toujours eu l'habitude de représenter les nombres réels. Il y en a un, c'est celui qui va porter la partie réelle du nombre, et l'autre, c'est celui qui va porter la partie imaginaire du nombre. Eh bien, le petit a, il est ici, et le petit b, il est là, et le nombre, pardon, le nombre complexe. Alors, par contre, je ne sais pas si je peux faire des pointillés. Donc, je vais le laisser comme ça parce que je ne suis pas sûre de pouvoir faire des pointillés. Le nombre complexe z, il est représenté par un point ici qu'on appelle l'affixe de z. Bon, mais ça, on s'en moque un peu. C'est un point qui représente le nombre complexe z, qui a comme partie réelle a et comme partie imaginaire b. Et donc, on a ce nombre complexe qui est représenté par un point M de coordonnées A et B dans le repère cartésien axe horizontal, axe des abscisses qui contient la partie réelle et axe vertical, axe des ordonnées qui contient la partie imaginaire. Deuxième façon d'écrire ce nombre Z, c'est de l'écrire sous la forme qu'on dit polaire ou exponentielle. Alors, entre-temps, on a pu passer par une forme trigonométrique, mais bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce nombre-là, c'est ce qu'on appelle le module, ρ. Où est-ce que je le retrouve dans mon dessin? C'est tout simplement un module, donc une distance du point origine jusqu'au point M qui représente grand Z. Ça, c'est ρ. Alors, j'arrive pas à écrire un ρ ici. Ah, mais oui, évidemment, pardon. Je suis plus en crayon. Excusez-moi. Je suis en axe. Ρ, qui est là. C'est la distance entre 0 et Z. Et le θ qui est là, c'est ce qu'on appelle l'argument du nombre complexe. Et au niveau de la représentation, c'est l'angle θ qui est là. Alors, effectivement, si je veux écrire une relation entre partie réelle, partie imaginaire et module et argument, vous voyez que à nouveau, je me retrouve dans un triangle rectangle et donc je peux dire que A, c'est un côté de l'angle droit, c'est le produit de l'hypoténuse ρ par le cosinus adjacent, et l'autre côté de l'angle droit, qui est B, la partie imaginaire, c'est l'hypoténuse ρ, avec les notions qu'on a utilisées la semaine dernière, en fait, le cosinus, le sinus, les angles, etc., etc. Donc ça, c'est deux écritures du nombre complexe Z, mais c'est le même nombre complexe. Il faut bien être convaincu de ça. C'est simplement deux écritures de la même chose. C'est exactement comme quand j'écris x plus x, c'est égal à 2x. Ben voilà, j'ai deux écritures de la même chose, mais ça n'a pas beaucoup de... Enfin, si, ça a de l'importance, mais ça ne change rien au nombre en lui-même. Alors, quand est-ce qu'on va utiliser l'une ou l'autre? Eh ben, c'est comme la question qu'on a eue la semaine dernière. Quand est-ce que je vais utiliser cos carré ou quand est-ce que je vais utiliser la formule avec les cosinus doubles? Eh ben, c'est quand ça va m'arranger le mieux. En particulier, si
je dois calculer, alors je vais hop, bouger un peu ça. Imaginons que j'ai un nombre z, un nombre complexe z, qui soit 4 plus 2i. Et que je me demande, existe-t-il un autre nombre z tel que, quand je mets z au carré, ça me donne le petit z qui est 4 plus 2i. C'est-à-dire, si je me raccroche à ce que je sais faire sur les nombres réels, quel est le nombre qui, quand je le mets au carré, me donne 2? C'est racine de 2. Racine de 2, si je le mets au carré, ça me donne 2. Je cherche une des racines carrées de 2. Là, je cherche une des racines carrées de petit z. Alors, sauf qu'il y a des i, j'ai plus cette histoire de nombre au carré, c'est forcément positif, parce que là, vous voyez bien que quand je suis dans le plan, hein, je peux absolument pas dire que z, il est positif ou négatif. S'il est là, j'ai A et B qui sont positifs, mais s'il est dans ce cadran-là, j'ai A qui est négatif et B qui est positif. Donc bon, j'ai surtout pas de notion de signe au niveau des nombres complexes. La seule chose qui a un signe très précis au niveau des nombres complexes, c'est le module, parce que le module, c'est une distance par rapport à l'origine, et donc ce module-là, il n'a pas le choix, il est forcément positif ou nul. Et même, il a encore moins de choix que ça, il est strictement positif, parce que si jamais j'ai un nombre de modules nul, j'ai plein d'angles θ qui vont correspondre au même point. Parce que si je suis pile là, j'ai pas une droite. Je peux pas définir une droite entre l'origine et le point grand M. J'ai juste un point, et avec un point, je définis pas une droite. Donc du coup, je définis tout un ensemble de droites possibles. Donc toute une infinité de nombres θ. Et donc du coup, quand on écrit sous forme module à argument, on a forcément un module strictement positif. Sinon, on dit z égale 0, basta. Il a un module nul, mais il n'a pas d'argument. Alors revenons à notre petit problème de racine carrée là. Si jamais mon nombre donc c'est 4 plus 2i et que je cherche un nombre z qui soit la racine de 4 plus 2i, je vais pouvoir me dire, eh ben z, après tout, c'est n'importe quel nombre complexe, donc il va s'écrire, alors a, je vais dire a1 parce que c'est le premier que je cherche, plus i, b1. a1 et b1 étant tous les deux des nombres réels. Et donc en fait, je cherche un nombre z2 qui s'écrit a1 plus i b1 que je vais mettre au carré et qui doit être égal, quand je le mets au carré, à 4 plus 2i. Ben, je vais écrire qu'est-ce que ça me donne, cette relation-là. Alors, à gauche, ça c'est une identité remarquable, hein. A1 plus IB1, c'est A1 au carré plus 2A1 IB1 plus IB1 que je mets au carré. Et puis de l'autre côté, je ne change rien du tout, c'est 4 plus 2i. À gauche, ça, il y a des nombres qui sont des réels, A1 carré, peut-être celui-là, mais en tout cas pas celui-là.
parce que 2A1 IB1, ça va y avoir forcément un I qui va rester. Donc du coup, si je veux l'écrire sous forme partie réelle plus partie imaginaire fois I, je vais mettre 1 carré d'un côté et le 2A1B1I, il va se retrouver de l'autre côté. IB1 carré. IB1 carré, c'est I au carré, B1 au carré. IB1 carré, c'est la même chose que I au carré, B1 au carré. Et le nombre I, c'est le nombre imaginaire pur, celui qu'on a construit exprès, de telle sorte que I au carré soit égal à moins 1. C'est le nombre qui est racine de moins 1. Donc du coup, mon IB1 carré, c'est moins B1 carré. Donc ici, j'ai moins 2, pardon, pourquoi je mis un 2 moins le IB1 au carré, B1 carré, et donc plus 2AIB1. Et je réécris à nouveau le membre de droite, 4 plus 2i. Du coup, je me retrouve avec ici un nombre complexe qui a une partie réelle qui est A1 carré moins B1 carré et une partie imaginaire qui est 2A1B1. Exactement comme là, j'ai une partie réelle qui est 4 et une partie imaginaire qui est 2. Quand est-ce que deux nombres complexes vont être égaux? Ben, pour être égaux, il faut qu'ils soient représentés au même endroit dans le plan. Donc il faut qu'ils aient à la fois la même abscisse, c'est-à-dire la même partie réelle, et la même partie imaginaire. Ça, c'est absolument indispensable. Donc, je vais déjà me retrouver avec deux équations à vérifier. C'est que les deux parties réelles doivent être les mêmes. Donc, A1 carré moins B1 carré, ça doit être 4. Et les deux parties imaginaires, 2A1B et 2, doivent être... Alors, je pourrais m'en sortir comme ça, mais en regardant mon dessin, pardon, en regardant mon dessin... Ah, bah zut, on va me le prendre. Voilà. En regardant mon dessin, j'ai une autre information qui me dit pour que deux nombres soient égaux, il faut qu'ils aient même abscisse, même ordonnée quand je les représente dans le plan, mais il faut aussi qu'ils aient même module, même distance, là. Et la distance qui est là, c'est soit A carré plus B carré, enfin la distance au carré, hein, parce que si la distance est de la même, la distance au carré est la même, A carré plus B carré, donc ce que j'ai à gauche ici, A carré plus va être égal au module au carré de ce nombre-là, c'est-à-dire 16 A carré plus 4 B carré, c'est-à-dire 20. Et là, j'ai trois informations. Et ce qui est magique, c'est que en regardant la première et la troisième, pardon, j'ai oublié les A, j'ai oublié de mettre les petits indices. A1 carré plus B1 carré. En regardant la première et la troisième, je vais pouvoir tout de suite trouver la valeur A1 carré. Parce que si j'ajoute les deux équations, ça me donne A1 carré je l'ajoute A1 carré plus A1 carré, c'est 2A1 carré, moins B1 carré plus B1 carré, ça s'en va, égale 4 plus 20.
Donc, du coup, j'arrive à 2A1 carré est égal à 24. Et donc, j'arrive à A1 carré est égal à 12. Et donc, j'arrive à A1 est égal à racine de 12. Mais racine de 12, c'est racine de 4 fois racine de 3. Donc, c'est 2 racines de 3. Donc, j'ai trouvé que A1, c'était 2 racines de 3. Et cette valeur, je peux très bien l'injecter dans cette deuxième équation-là. Maintenant, je vais pouvoir dire, eh bien, si A1, c'est 2 racines de 3, ça veut dire que 2 fois A1 de racine de 3, B1 est égal à 2. C'est-à-dire que ça voudrait dire que B1, c'est 1 sur 2 racines de 3. J'ai trouvé A1, j'ai trouvé B1. Sauf que j'ai oublié un truc. A1, c'est plus ou moins. Excusez-moi. Racine de 12. Parce que A1 carré égale 12. A1, il n'y a rien qui me dit qu'il est, positif. Ça peut très bien être moins racine de 12. Quand je le mettrai au carré, ça me donnera 12 aussi. Donc, si A1, c'est 2 racines de 3, je vais avoir B1 qui va être 1 sur 2 racines de 3. Ça, c'est tout à fait correct. Zut. Et donc, je vais avoir une première possibilité qui va être, pardon, c'était grand Z, comme ça j'avais écrit. Z1, ça pourra être, si A, c'est 2 racines de 3, eh bien B, c'est 1 sur 2 racines de 3. Et si A, c'est moins 2 racines de 3, comme 2A1, B1, ça doit être égal à 2, ça voudra dire que B1, ça devra être moins 1 sur 2 racines de 3. Et donc, j'aurai une deuxième racine possible qui est Z2 égale moins 2 racines de 3, moins 1 sur 2 racines de 3 petit i. Et voilà mes deux nombres complexes Z1 et Z2 qui sont tous les deux racines du nombre que j'avais à l'origine qui est, du nombre que j'avais à l'origine qui était petit z égale 4 plus 2i. C'est pas ça que je fais. Je vais revenir sur mon MOOC. Est-ce que ça vous va pour l'instant? Alors, sur le calcul de la racine carrée, du coup, avec l'écriture cartésienne, c'est bon pour tout le monde? Ok. Ok. Bon.
Alors, on va peut-être passer à la racine énième du coup. Alors, à nouveau repartir sur mon tableau blanc. Voilà. Non. Alors, non, je vais repartir de là. Tout à l'heure, on a dit le même nombre complexe, je peux l'écrire de deux façons différentes. Soit partie réelle, partie imaginaire, écriture cartésienne, soit module argument, écriture euh, euh, exponentielle, plus ou moins trigonométrie polaire, ça dépend de l'appellation que vous voulez. Bon. C'est écriture exponentielle. En règle générale, l'expression la plus correcte, la plus canonique, entre guillemets. Vous voyez que quand je veux calculer une racine carrée et que j'utilise l'écriture cartésienne, eh bien, j'ai déjà un espèce d'artifice qui fait que, d'une part, j'utilise une identité remarquable, donc je me retrouve avec trois termes qui finalement se regroupent en deux, et puis d'autre part, j'utilise la notion de modules, qui doivent être égaux aussi, pour pouvoir simplifier les choses. Vous imaginez bien que si je passe à cubique, la racine cubique d'un nombre, je vais avoir du A1 plus IB1 au cube doit être égal à quelque chose. Donc, je vais plus avoir simplement trois termes, mais je vais avoir quatre termes dans lesquels il va y avoir des petits i, des petites i2, etc., etc. Ça va être plus difficile à traiter dans le sens où chacune des équations que je vais avoir là va être beaucoup plus lourde. Donc du coup, quand on parle de racine énième, on a plutôt tendance à utiliser l'écriture sous forme exponentielle. Alors, mais globalement, c'est exactement le même principe. J'ai un nombre z, petit z, qui est par exemple, je sais pas moi, z c'est 2e de i pi sur 3. Et je vais chercher petit z, toujours petit z nombre complexe, tel que z au cube par exemple, soit égal à petit z. Donc je cherche un nombre complexe, pardon, j'ai pas besoin du dernier point d'interrogation, je cherche un nombre complexe petit z, tel que z, quand je le mets au cube, ce soit petit z. C'est-à-dire que je cherche la racine cubique de petit z. Alors là, ben, je vais avoir tendance à tout écrire sous forme exponentielle. Je vais dire mon petit z, je vais le chercher sous la forme rho e i θ, tel que quand je vais écrire z3, alors z3 c'est rho e i θ, le tout au cube, doit être égal à 2 e i pi sur 3. Dans ces cas-là, ça donne rho 3 e de 3i θ, ça c'est les règles sur les puissances, hein. Si j'ai un produit de deux nombres à la puissance 3, c'est chacun des nombres à la puissance 3, et quand j'ai un nombre qui lui-même est déjà à une puissance, le mettre au cube, ça revient à multiplier la puissance par 3. Donc rho 3 ei θ 3 doit être égal à 2 ei pi sur 3.
Et la seule astuce à laquelle on doit penser dans ces cas-là, c'est que, eh bien, il faut que les modules soient égaux. Donc, il faut que ρ3 soit égal à 2, tout en se disant que ρ, ça doit forcément être un nombre strictement positif. C'est pour ça que quand dans la question 2, je crois, de je sais plus quelle séquence, on parlait de -8, on s'était débrouillé pour faire rentrer, par exemple, on cherchait la racine cubique de -8, on avait dit -8, c'est 2 au cube, c'est un module positif, fois -1. Et -1, c'est pi. Vous voyez, il faut toujours se débrouiller pour que dans mon écriture exponentielle, le ρ, le module, il soit strictement positif. Donc du coup, je veux que ρ3 soit égal à 2 avec ρ strictement positif. Et je veux que les arguments soient égaux, mais à 2π près. Parce que un argument, pour placer dans le plan, ce qui est important, si on retourne à notre petit dessin de départ, ce qui est important pour que le nombre z il soit bien à la bonne place, c'est que l'angle il soit ici, mais que je fasse θ ou θ plus un tour complet, ça va rien changer. Ou que je fasse θ moins un tour complet, je vais revenir exactement au même endroit. Donc, il faut que les modules soient égaux en faisant attention qu'on travaille que sur des nombres strictement positifs et que les arguments soient égaux à 2π près. Donc là, en l'occurrence, ça nous donne ρ3 est égal à 2, c'est-à-dire ρ, c'est racine cubique de 2, et je prends bien le côté positif, je cherche surtout pas à avoir des signes quelconques. Et θ, lui, il vaut pi sur 9 plus 2k pi sur 3, parce que il faut que je divise tout par 3. Donc θ, pi sur 9 plus 2k pi sur 3. Alors ensuite, effectivement, on peut se dire, bah, que se passe-t-il si k égale 0? Bah, si k égale 0, ça me donne un premier nombre z0 qui serait racine cubique de 2 e i pi sur 9. Puisque j'ai k égale 0, donc là c'est 2 fois 0 fois pi sur 3. Pour k égale 1, ça me donne une deuxième racine cubique possible, qui est racine cubique de 2, e de i pi sur 9, plus 2π sur 3. Et donc, ça c'est racine cubique de 2, e de i. Alors, là j'ai pi sur 9 et là j'ai 6π sur 9, donc ça fait 7π sur 9. Et puis pour k égale 2, ça me fait z2 est égal à racine cubique de 2, e de i, pi sur 9 plus 4π sur 3, ce qui globalement me donne z2 égale racine cubique de 2, e de i. Alors, ça m'en fait 12 et un 13 pi sur 9. Alors ça, je peux m'amuser en disant que c'est racine cubique de e de i. 13 pi sur 9, c'est 9 pi sur 9, c'est-à-dire pi plus
il m'en reste 4 pi sur 9. Donc en fait, ça serait du E de I pi, donc j'aurais un signe moins qui tomberait devant. Bon. Et puis, si je refais k égale 3, bah, k égale 3, je vais trouver comme argument pi sur 9 plus 2 pi, et donc je vais retomber sur la valeur de z0. Et donc j'ai mes 3 racines possibles, 3 racines cubiques possibles, qui sont z0, z1, z2. Est-ce que ça répond aux questions sur les racines énièmes? Alors, juste une petite remarque sur ces racines énièmes. Il y a un moment dans le cours, je crois que c'est dans la dernière séquence, où on parle de racine énième de l'unité. Et quand on parle de racine énième de l'unité, il y a quelque chose qui est, quelque chose qui est amusant, c'est que quand on parle de racine énième de l'unité, de toutes les façons, qu'on prenne z ou son carré, ou son cube, ou n'importe quoi, on va rester avec un module ρ qui va être égal à 1. Quand je vais faire, si z est une racine énième de l'unité, ρ, il est forcément égal à 1. Que je parle de z puissance n ou de n'importe quoi, parce que ça va toujours être du 1 puissance n. Et donc, toutes les racines énièmes de l'unité, elles sont en fait sur le cercle unité. Et donc, si je cherche des racines, par exemple, je sais plus, je crois que c'était la racine sixième qu'on cherchait ou un truc comme ça. Enfin, oui, pardon, il n'y a plus de partage. Ah, il n'y a plus de partage. Pardon, excusez-moi. Merci. J'ai raté le partage. Et il devrait redémarrer. Vous l'avez? Donc, toutes les racines énièmes de l'unité vont se retrouver sur le cercle de centre 0 et de rayon 1. Forcément, puisque pour toutes, leur module sera égal à 1. Donc globalement, si vous cherchez une racine quatrième de l'unité, il suffit d'en trouver une, et puis ensuite de lui rajouter pi sur 4, la totalité du cercle, mais coupé en 4 morceaux. Donc ça fera finalement du pi sur 2. Donc vous allez en avoir une ici, une là, une là, une là et une là. Vous allez retrouver les 4 points intersection. Non, pardon. Oui, c'est ça. Ça va tourner. Si vous cherchez des racines sixièmes de l'unité, vous allez en fait pouvoir tracer un hexagone dans votre cercle unité. À chaque fois, vous allez rajouter 2pi divisé par 6, c'est-à-dire vous allez rajouter pi sur 3. C'est pour ça que justement dans la question de l'exercice, on passait de l'un à l'autre à pi sur 3. Alors en fait, ce pi sur 3, vous le retrouvez quand vous écrivez
la relation qui est ici. Hein. J'ai écrit simplement que les modules doivent être égaux et les arguments doivent être égaux à 2 k pi près. Ensuite, quand vous divisez par 3, par 4, par 5, etc., et bien là, vous divisez votre 2pi par 3, 4, 5, etc. D'accord? C'est une propriété caractéristique des racines de l'unité. Voilà. Et là, je crois que sur les racines énièmes, on a dû faire à peu près le tour, que ce soit sur des écritures cartésiennes, des écritures exponentielles ou les racines particulières qui sont les racines de l'unité. Est-ce que c'est bon? Alors peut-être du coup la voilà si la dernière piste sur laquelle je souhaitais revenir, c'est sur le théorème de D'Alembert-Gauss. Alors en fait c'est un grand nom. Ce dont il faut retenir de ce théorème qui est fondamental hein, en algèbre, c'est que, en fait, il y a 2 choses qui sont très importantes. Si vous avez, non, il y a plusieurs choses qui sont très importantes. Si vous avez un polynôme P de x, en général, vous allez l'écrire en ordonnant ANXN plus AN-1 XN-1 plus etc. jusque à 1x et finalement à 0. C'est-à-dire que vous allez partir du degré le plus élevé pour aller jusqu'au degré le plus bas, qui est le degré 0, qui est celui de la constante. Le degré le plus élevé, c'est-à-dire celui pour lequel le coefficient à n est non nul, parce que là je pourrais imaginer qu'il y en a plein à gauche là, mais c'est tous 0 fois x puissance 3 millions. Le degré pour lequel le coefficient le degré pardon le plus élevé pour lequel le coefficient an est non nul, c'est ce qu'on appelle n le degré du polynôme. Degré de p de x. Chacun des petits morceaux là, on appelle ça un monôme. Polynôme, il y en a plusieurs. Monôme, il y en a un seul. Ce que dit, et c'est très difficile à démontrer, hein, mais ce que dit le théorème de D'Alembert-Gauss, c'est que tout polynôme p de x de degré n admet n racines complexes. Qu'est-ce que c'est qu'une racine? x0 est racine de p de x, c'est si et seulement si, quand je remplace x par x0, je tombe sur 0. Ça veut dire, en gros, que pour obtenir 0, alors j'avais un coefficient hein, devant, ça c'est sûr, mais j'ai forcément eu à un moment un terme x moins x0 qui apparaissait dans la factorisation de p de x. Il y a un polynôme q de x de degré inférieur à 1, inférieur de 1, de degré n-1, qui est tel que si je le multiplie par x moins x0 et par la constante qui va bien, eh bien, je vais retrouver p de x. Ça, c'est la première information que nous donne le théorème de D'Alembert-Gauss, c'est que je vais à chaque fois pour un polynôme de degré n
trouver n racines complexes. Mais vous savez très bien que, par exemple, si je prends un premier polynôme x2 plus 1, celui-là, il n'a pas de racine réelle. Il a bien n racines complexes. Celui-là, c'est justement pour ça que j'ai construit le nombre i, c'est x moins i, x plus i. Donc il a deux racines complexes, i et moins i. Et c'est la deuxième chose que me dit le théorème de D'Alembert-Gauss, c'est que si p de x est un polynôme à coefficient réel, c'est-à-dire que dans l'écriture de p de x, je n'ai que des monômes qui sont construits sous la forme 1 réel fois une puissance de x, eh bien, les racines sont conjuguées 2 à 2. Je vous rappelle ce que c'est un nombre conjugué. Hein. Un nombre conjugué, on va le mettre en bleu, c'est si z vaut a plus ib, sont conjugués, z bar, il a la même partie réelle, mais il a comme partie imaginaire moins b. Ici, si j'ai i, c'est ma première racine, z bar, c'est bien moins i, c'est bien ma deuxième racine, celle qu'on avait cachée ici. Donc ça, c'est la deuxième grande information du théorème de D'Alembert, c'est que y a n racines complexes, mais si le polynôme est à coefficient réel, les racines sont conjuguées 2 à 2. Évidemment, si j'ai des coefficients ici qui sont complexes, j'ai aucune condition sur les racines. Hein. Elles peuvent être conjuguées, non conjuguées, j'en sais rien. Ça ne change rien. Mais si le polynôme est à coefficient réel, mes racines sont 2 à 2. Et la troisième information, c'est qu'en fait, je dis il y a n racines complexes conjuguées. Ah zut, pourquoi il ne veut pas me le prendre? J'ai fait une bêtise. Voilà. La troisième information qui est très importante, c'est que vous savez très bien, par exemple, je vais reprendre un exemple, donc je vais me remettre en bleu. Si je prends x2 plus 2x plus 1, ça c'est un polynôme à coefficient réel. En connaissant les identités remarquables, je peux me convaincre très facilement que c'est x plus 1 au carré. J'ai un polynôme de degré 2 qui a deux racines. X plus 1, ça doit faire 0, donc ça veut dire que x, il doit faire moins 1, et moins 1, deux fois. J'ai deux facteurs moins 1. Du coup, c'est des racines complexes. Effectivement, il y en a n, mais elles doivent être comptées avec leur multiplicité. Avec leur multiplicité, c'est quoi leur multiplicité? Leur multiplicité, c'est le nombre de fois qu'elles apparaissent dans la factorisation du polynôme. Là, ma racine apparaît deux fois, eh bien je dis c'est une racine double. De x qui aurait été x plus 2 au cube x moins 3 puissance 5, c'est un polynôme de degré 8, 3 plus 5. Il a une racine triple qui est moins 2 et une racine quintuple qui est
3. Si je rajoute x moins 1, c'est un polynôme de degré 9, qui a une racine simple 1, une racine triple moins 2, et une racine quintuple 5. Pardon, 3. C'est pour ça qu'on dit que quand on écrit les polynômes, et c'est vrai que c'est une écriture qui est un peu compliquée parce qu'il y a énormément d'indices et de machins, si P est de degré n, qu'il a k racines, donc en l'occurrence là j'aurais k qui vaudrait 3, parce qu'il y a 3 racines différentes, moins 2, 3 et 1, que leurs multiplicités respectives sont m1 jusqu'à mk, donc là j'aurai moins 2 de multiplicité 3, 3 de multiplicité 5 et 1 de multiplicité 1, eh bien, mon polynôme P de x, il va s'écrire sous la forme un coefficient facteur de x moins la première racine à la puissance m1, parce que R1 est de multiplicité m1, x moins la deuxième racine à la puissance m2, etc., etc., x moins la dernière racine qui est rk à la puissance mk. Et on vous dit, c'est le produit des facteurs calculés avec les racines en tenant compte des multiplicités. C'est tout ce que ça veut dire. Ça veut simplement dire qu'on répète autant de fois la racine qu'elle a de multiplicité. Alors j'ai vu passer dans le forum quelque chose qui disait qu'une racine double, ça voulait dériver du polynôme, s'annuler aussi en la racine, etc. Ça c'est tout à fait juste, c'était tout à fait correct l'application qui était, la réponse qui était donnée. Par contre, pour l'instant on peut pas en parler parce qu'on n'a pas parlé de dérivés encore. Mais vous verrez qu'au moment des dérivés, on pourra en reparler sans aucun souci. Voilà, ce de D'Alembert-Gauss, il est évidemment très très important. C'est son écriture qui est un peu compliquée, mais il dit simplement que si 3 est de multiplicité 5, ça veut dire que je peux factoriser par x moins 3 puissance 5 dans le polynôme. Et que si jamais j'ai un polynôme à coefficient réel et que j'arrive à trouver une racine de ce polynôme qui est complexe, eh bien, je sais d'office que le conjugué de cette racine est aussi racine du polynôme. Voilà. J'ai répondu à peu près aux doutes qu'il y avait sur ce théorème. Bon, bah visiblement c'est bon, super. Euh, ok, c'est parfait. Bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne semaine alors cette fois-ci avec les vecteurs. On va faire un petit peu de géométrie. Voilà, alors géométrie dans le plan et dans l'espace. Hein. On va faire des petites choses sur les vecteurs du plan et de l'espace. Et puis bah, on se retrouve donc mardi prochain à la même heure si vous êtes merci beaucoup, c'est très gentil. Si vous êtes disponible. Et puis sinon, bah, pareil que la dernière fois, Guillaume va nous mettre en ligne cet enregistrement. Peut-être en mettant pareil les 3 parties.
qui ont été abordés, peut-être, je sais pas. Parce que là, la vidéo fait quand même une petite heure, donc si on, voilà, si on peut couper, enfin couper, indiquer juste les 3 timecodes, ça serait peut-être pas mal. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre présence à nouveau. Et puis, je vous souhaite une très très bonne soirée. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonne soirée.